Quand les portes des prisons de Ouagadougou se sont ouvertes, le Sahel a retenu son souffle. 15 600 hommes, jadis condamnés, ont troqué leur chaîne contre un uniforme, transformant la faute en force. Le monde s'interroge, que signifie pour l'Afrique cette armée née des cellules? Et si, sous Ibrahim Traoré, la rédemption devenait une stratégie de souveraineté? Dans la poussière rouge du Burkina Faso, un pays réinvente la justice et peut-être son destin. Ce qui se joue ici dépasse la simple réforme militaire. C'est une promesse de renaissance nationale. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso affirme qu'aucune nation ne doit mendier sa sécurité, mais la construire à main nue. Le pari est colossal. Transformer la honte collective en énergie productive, convertir les fautes en actes de souveraineté. Le bénéfice, s'il réussit, serait immense. Un pays qui se libère sans aide extérieure, un peuple qui retrouve la fierté d'agir par lui-même. Mais l'enjeu est tout aussi vertigineux. Si ces hommes échouent, la crédibilité du projet s'effondre et la nation vacille. Chaque minute devient alors une épreuve morale, un test pour prouver que la justice réparatrice peut aussi être un outil de défense. Dans ce contexte brûlant, la promesse d'Ibrahim Traoré n'est pas une utopie, c'est un contrat entre la dignité et la survie. Le Burkina Faso a misé sur son courage, et le monde attend de voir si la foi peut vraiment remplacer la force. Et maintenant, une révélation soudaine et presque inimaginable s'est produite en moins de 2 ans. La carte du Burkina Faso a changé de couleur. Sous Ibrahim Traoré, 92% du territoire sont désormais sécurisés, là où hier encore les drapeaux de la terreur flottaient sur 68%. Ce bond de 24 points n'est pas qu'une statistique, c'est le symbole d'une équation nouvelle entre justice et souveraineté. La guerre contre le chaos n'est plus menée par des forces étrangères, mais par la foi interne d'un peuple décidé à se relever. Avant lui, le Sahel n'était qu'une cicatrice ouverte, longue plaie d'aridité et de sang. Les puissances occidentales y promettaient l'ordre et la paix, mais chaque mission finissait en dette et en tombe. Lorsque les troupes étrangères ont quitté la région, elles ont laissé derrière elles un vide plus dangereux que les combats, la peur. C'est dans ce silence qu'Ibrahim Traoré a pris une décision que d'aucuns jugeraient insensée, rouvrir les portes des prisons pour y trouver des soldats. 15 600 détenus, non pas graciés, mais mobilisés, sont devenus la matière première d'une armée nouvelle. Les chancelleries occidentales ont crié au scandale, dénonçant une militarisation du désespoir. Pourtant, dans les villages, la nouvelle a résonné comme une délivrance. Les mères n'ont plus prié pour la libération de leurs fils, mais pour leur survie au front. Ce changement de perspective a fait naître un sentiment inédit, la dignité remplaçant l'assistance. Derrière cette mutation, une philosophie s'impose, celle d'un capitaine qui croit à la rédemption par le service. Cette mini-révélation n'est pas seulement géographique, elle est morale. Sous le soleil du Sahel, Ibrahim Traoré a transformé la pénitence en politique publique. Et dans la poussière des routes, un pays longtemps considéré comme victime apprend enfin à compter sur lui-même. Imaginons maintenant la scène dans le camp d'entraînement de Pau, où le soleil se lève avant les hommes. Les premiers ex-détenus, alignés en silence, se tiennent droits face à un horizon qu'ils n'osaient plus regarder. Parmi eux, Moussa, ancien mécanicien condamné pour vol, répète les manœuvres jusqu'à l'épuisement. « J'ai volé pour manger. Aujourd'hui, je me bats pour que d'autres n'aient plus faim », dit-il d'une voix ferme. Sa phrase circule, reprise par les instructeurs comme un mot d'ordre, symbole d'une fierté retrouvée. Autour de lui, les formateurs veillent avec une rigueur impitoyable. Chaque journée commence avant l'aube. Course, tir, topographie, puis leçon d'histoire. On enseigne Thomas Sankara, la dignité africaine, la lutte contre la soumission. À la tribune, Ibrahim Traoré inspecte les rangs, observe les visages brûlés de poussière et prononce une seule phrase. Un homme ne purge pas sa peine dans l'ombre, mais sous le soleil de son pays. L'effet est immédiat. Les radios locales reprennent ces mots, les marchés bruissent de conversations nouvelles. Les mères disent que leurs fils servent enfin à quelque chose. La peur recule, remplacée par un souffle collectif. Ce n'est pas une réforme administrative, c'est une transfiguration morale. Dans cette transformation précoce, Ibrahim Traoré devient le guide silencieux d'une rédemption nationale. Son autorité ne repose pas sur la crainte, mais sur la cohérence. Car au Burkina Faso, le pardon ne se dit pas, il se prouve. Et chaque uniforme neuf
porte désormais l'éclat d'une promesse, celle d'un peuple qui a choisi de se relever. Revenons au moment clé, l'aube du décret, qui marque le point de bascule. Les portes des prisons de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou s'ouvrent dans un grondement de métal. Les gardiens s'écartent, muets. Ce jour-là, Ibrahim Traoré signe un acte que l'histoire africaine n'avait jamais connu, libéré pour servir. L'opération porte un nom froid, presque bureaucratique, Combat Prison Unit, ou CPU. Mais derrière cet acronyme se cache une idée brûlante, racheter la faute par la défense du sol. Les prisonniers sortent par groupe, tête rasée, numéro effacé. On leur remet 2 insignes, le drapeau national et un petit cercle noir cousu sur la manche, rappel de leur passé. En 72 heures, la liste complète est transmise au ministère de la Défense. Les juges apposent leur sceau, le jugement devient mission. À Pau, la chaleur frôle les 45 degrés. Les sergents, vétérans des guerres du Sahel, broient l'hésitation par la discipline. Chaque jour commence avant l'aube. Course, tir, orientation, endurance, silence. La fatigue forge la cohésion. Dans l'effort, l'ex-détenu devient soldat. 6 semaines plus tard, les premières unités CPU quittent le centre, direction nord, vers les zones minées par les groupes armés. Les femmes dansent sur leur passage, les enfants agitent de petits drapeaux, les routes commerciales rouvrent, l'économie respire. Le peuple découvre qu'une armée née des cellules peut aussi ramener la paix. Dans les rédactions étrangères, le silence domine. Les chancelleries occidentales hésitent. Amnistie, populisme ou stratégie inédite. Les analystes comptent les chiffres. 15 600 hommes réaffectés, 40% d'effectifs en plus, sans un franc supplémentaire. Une efficacité déroutante, presque dérangeante. Mais sur le terrain, les résultats parlent d'eux-mêmes. En 18 mois, la superficie sécurisée passe de 68% à 92%. Les attaques mensuelles tombent de 21 à 7, soit une baisse de 67%. Les routes jadis coupées rouvrent, le commerce reprend. Le taux de récidive des ex-détenus intégrés au CPU chute de 80% par rapport aux libérations classiques. Ce ne sont pas des miracles, mais des chiffres. Ibrahim Traoré parle de équation de rédemption. Chaque homme libéré doit rendre au pays ce que la prison lui avait confisqué, sa force, son utilité, sa foi. Les crédits pénitentiaires sont redirigés vers la logistique et la formation, économisant 30 milliards de francs CFA par an. Le pays ne se contente plus de survivre, il s'organise. Et dans cette mécanique disciplinée, la justice cesse d'être un châtiment pour devenir une ressource. La transformation est là, visible, mesurable, presque contagieuse, et dans le regard des nouveaux soldats, une certitude s'impose. Le passé n'est plus une condamnation, mais un serment. Passons maintenant aux chiffres, froids et implacables, qui traduisent mieux que les discours la portée du projet. Depuis la mise en œuvre des Combat Prison Units, le Burkina Faso a vu 3 transformations majeures. La sécurité, l'économie et la cohésion nationale. Commençons par la sécurité. Le nombre d'attaques recensées dans les zones du Nord est tombé de 21 à 7 par mois, soit une baisse de 67%. Cette réduction spectaculaire ne provient pas d'un miracle tactique, mais d'une présence continue sur le terrain. L'armée CPU ne quitte plus les villages libérés, elle les habite, les protège, les restaure. Chaque position consolidée devient un poste de reconstruction. Ainsi, la statistique cesse d'être un indicateur. Elle devient un territoire reconquis. Poursuivons avec la logistique et les finances. Les crédits alloués à l'entretien des établissements pénitentiaires ont été redirigés vers la formation et l'équipement. Résultat, 30 milliards de francs CFA économisés chaque année. Ces fonds ont permis de doter les unités CPU de véhicules, radios et munitions locales, fabriquées par de petites coopératives. Ce transfert budgétaire incarne une équation simple. Moins de murs, plus d'armes, moins de dépendance. La souveraineté devient ici un calcul comptable. Chaque franc réaffecté produit de la stabilité. Et enfin, la réinsertion et la production. Le taux de récidive parmi les ex-détenus intégrés au CPU est inférieur de 80% à celui des libérations classiques. Ce chiffre, presque inconcevable, illustre une vérité morale. Un homme réhabilité dans la dignité ne retourne pas au crime. La justice punitive enferme, la justice productive libère. Les économistes africains parlent déjà d'un effet multiplicateur moral.
Chaque citoyen réinséré produit plus que sa propre valeur. Les données économiques le confirment. Dans les zones sécurisées, la production agricole a augmenté de 25%, les échanges locaux de 30%, tandis que la migration vers les villes diminue. Les marchés rouvrent, les convois circulent, et le pays respire à nouveau. Le concept de sécurité se redéfinit. Il n'est plus militaire, il est systémique. Sous Ibrahim Traoré, les statistiques deviennent doctrine. La justice se mesure désormais en efficacité collective. Chaque pourcentage gagné représente une leçon de souveraineté. La méthode CPU démontre qu'un État pauvre peut devenir riche de volonté si ses chiffres sont alignés sur sa foi. Mais derrière ces nombres se cache une réalité plus profonde. Les soldats de la rédemption ne brandissent pas des idéaux. Ils incarnent une équation nationale. Leur existence prouve que la morale peut être quantifiée, que la dignité peut se compter et que la foi peut se planifier. Dans cette rigueur chiffrée, Ibrahim Traoré a trouvé son langage. Celui des faits mesurables, des résultats observables et des promesses tenues. Et si, dans le Sahel, la rédemption se comptait désormais en pourcentage, alors le Burkina Faso est devenu le laboratoire d'une justice mathématique. Même les révolutions les plus justes doivent affronter la contradiction. Autour du projet CPU, deux visions s'affrontent, deux vérités se regardent sans se détruire. D'un côté, la prudence occidentale, de l'autre, la logique burkinabé. Pour les chancelleries et ONG, armées d'anciens détenus relèvent d'un pari dangereux. Elles craignent la confusion entre justice et vengeance, entre réinsertion et militarisation. Les experts rappellent les précédents tragiques d'autres pays africains où des milices issues de programmes similaires ont dégénéré en chaos. Leur argument paraît rationnel. La discipline militaire ne peut se construire sur la culpabilité. Un soldat qui se bat pour effacer sa faute, disait-il, reste prisonnier de son passé. Ils évoquent le risque d'infiltration, de corruption, de perte de contrôle idéologique. Pour eux, le CPU n'est qu'un mirage héroïque, une illusion d'ordre construite sur la fragilité humaine. Face à ces critiques, la réponse d'Ibrahim Traoré est méthodique, presque clinique. Il rappelle que le Burkina Faso ne possède pas le luxe de l'inaction. Un État assiégé doit transformer la marge en ressource, le rejet en moteur. Et surtout, il souligne une différence de nature. Les unités CPU ne sont pas des milices parallèles. Elles sont intégrées à l'armée régulière, encadrées par les mêmes officiers, soumises au même code. Chaque dérive est sanctionnée, chaque abus signalé. Depuis la création du programme, aucune violation majeure n'a été enregistrée. Cette réalité vérifiable renverse le débat. Là où les critiques parlent de risque, Ibrahim Traoré parle de méthode. Pour lui, l'homme qui se bat pour sa rédemption affronte deux ennemis, l'adversaire et sa propre honte. Et c'est dans ce double combat que réside la discipline la plus solide. Ce n'est pas la pitié qui guide la réforme, mais la rigueur du devoir. Ainsi, le projet CPU n'est pas une dérive populiste, mais un test institutionnel. Il prouve qu'un État africain peut convertir sa faiblesse en système sans rompre avec la loi. Et dans ce paradoxe assumé, le capitaine trouve sa victoire la plus profonde. Unir la foi et la règle dans un même souffle. La rédemption n'est pas une clémence. Cette phrase d'Ibrahim Traoré, gravée sur les murs du camp de Pau, marque le basculement du récit. Le projet CPU n'est plus une expérience risquée. Il devient une doctrine. Ce qui n'était qu'un pari moral se transforme en stratégie nationale. Les mois passent et les résultats dépassent toutes les prévisions. La sécurité s'étend, l'économie redémarre, la cohésion se restaure. Les chancelleries hésitent à commenter, comme si ce succès dérangeait l'ordre établi. Pendant ce temps, les délégations du Mali, du Niger et de la Guinée affluent pour étudier la méthode. Sous le commandement d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso cesse de survivre. Il enseigne. L'expérience se fait leçon. La justice n'est plus un jugement, mais une renaissance. Les observateurs parlent désormais de doctrine Traoré, alliant justice réparatrice et sécurité nationale. Pour la première fois, le Sahel n'est plus défini par la crise, mais par l'invention. Et dans la clameur contenue des casernes, une évidence s'impose. Ce qui fut né de la honte est devenu une source d'honneur. Le Burkina Faso de Ibrahim Traoré n'est plus un laboratoire d'urgence, mais un terrain d'expérimentation grandeur nature. 4 sphères principales illustrent cette mutation: nationale, économique, sociale et régionale. Commençons par la sphère nationale.
l'agriculture renaissante. Dans les zones libérées, plus de 70% des agriculteurs ont retrouvé leurs terres. Les convois sécurisés par les unités CPU ont rouvert les marchés, ramenant les coûts de transport en dessous des niveaux d'avant-guerre. La production de miel et de maïs a bondi de 25% en une saison, preuve tangible que la sécurité nourrit la terre. Là où régnait la peur, on voit à nouveau des semences et des champs. Les femmes du Nord, longtemps réfugiées, reprennent la culture du sorgho, leurs récoltes deviennent symboles de renaissance rurale. Passons à la sphère économique, l'autonomie mesurable. Les ateliers de mécanique et de tissage tournent jour et nuit pour répondre aux besoins de l'armée. Le PIB national progresse de 4,3% en moyenne, un exploit dans une région en récession, les circuits courts dominent, les échanges internes remplacent les importations. Le Burkina Faso devient son propre fournisseur d'énergie morale et matérielle. Sous Ibrahim Traoré, la production cesse d'être un indicateur économique pour devenir un acte de souveraineté. Abordons maintenant la sphère sociale, la réhabilitation collective. Les anciens détenus, jadis marginalisés, deviennent des figures d'exemple. Les mères remercient les commandants d'avoir redonné un nom à leurs fils. Les taux de criminalité urbaine chutent de 30%, tandis que la confiance publique remonte. Dans les écoles, les enfants récitent « Celui qui protège la terre n'est plus prisonnier ». La société redécouvre la valeur du courage ordinaire. Le mot faute s'efface peu à peu du vocabulaire quotidien, remplacé par service. Enfin, la sphère régionale et le rayonnement discret. Des observateurs du Mali, du Niger et de la Guinée viennent étudier la méthode CPU. Les colloques panafricains évoquent la doctrine Traoré comme un modèle d'émancipation. Le Sahel n'est plus perçu comme une marge instable, mais comme un pôle d'innovation politique. La coopération sécuritaire se tisse sans intermédiaires étrangers. Le concept de Sahel souverain prend forme. À travers ces 4 dimensions, Ibrahim Traoré transforme une initiative militaire en matrice nationale. L'impact n'est pas seulement mesurable en chiffres, mais en perception. Le pays respire un air neuf, celui d'une dignité reconquise. Et dans ce souffle collectif, le peuple cesse de demander « que fera l'État ?» pour déclarer « que pouvons-nous faire ensemble ?» Le Burkina Faso se trouve désormais sur une ligne de crête. Les 6 à 12 prochains mois décideront si le pari d'Ibrahim Traoré devient une doctrine durable ou une parenthèse historique. 3 scénarios se dessinent, chacun porteur d'un avenir radicalement différent. Imaginons d'abord le scénario de consolidation, la stabilité maîtrisée. C'est le scénario le plus probable. Les unités CPU poursuivent leur déploiement méthodique, les structures civiles se reforment, la coopération régionale s'intensifie avec le Mali et le Niger. Le pays atteint un équilibre de stabilité relative tout en préservant son indépendance diplomatique. Ce scénario repose sur la discipline et la transparence. Si la cohésion actuelle se maintient, le modèle CPU deviendra la matrice d'une autonomie sahélienne concertée. Les analystes y voient là l'émergence d'un bloc de la souveraineté africaine centré sur Ouagadougou. Considérons ensuite le scénario d'expansion, l'effet domino africain. Dans cette hypothèse, les résultats dépassent les frontières. Le modèle burkinabé inspire Bamako, Conakry, voire Niamey. Des programmes similaires émergent, financés par des fonds intra-africains. Le Burkina Faso devient centre de formation régionale, exportant sa méthode et sa philosophie. Dans ce cas, la croissance économique pourrait dépasser 6%, première depuis la fin du franc CFA comme référence politique. Ibrahim Traoré deviendrait, malgré lui, le symbole d'une renaissance continentale, celle d'une Afrique qui ne mendie plus la sécurité, mais la fabrique. Et enfin, le scénario de fracture, le retour du doute. Le plus sombre, mais le plus redouté. Si la fatigue gagne les rangs, si les infiltrations étrangères corrompent la structure, la mécanique de rédemption pourrait se retourner. Des désertions, une érosion du contrôle idéologique ou un détournement du programme en milice incontrôlée pourraient tout faire basculer. C'est le risque qu'Ibrahim Traoré redoute le plus, voir la foi se muer en orgueil et l'ordre en dérive. Entre ces 3 futurs, une même leçon demeure. La révolution la plus solide n'est pas celle qui triomphe, mais celle qui s'entretient chaque jour. Dans les villages du Nord comme dans les faubourgs de Ouagadougou, l'écho du programme CPU dépasse la politique. Il touche des vies ordinaires, réveille des sentiments enfouis, redonne sens à des gestes simples.
Sous Ibrahim Traoré, la révolution cesse d'être un mot pour devenir une habitude. D'abord les familles, la fierté retrouvée. Les mères qui, hier, pleuraient la honte d'un fils condamné, portent aujourd'hui leurs portraits en uniforme. Dans les marchés, on échange des nouvelles, des unités déployées, comme on suivrait une équipe nationale. L'idée d'appartenir à un effort commun remplace la résignation silencieuse. La honte, c'est muet en reconnaissance, la peur en utilité. Ensuite, la jeunesse, l'exemple contagieux. Les étudiants créent des clubs de lecture autour des discours du capitaine. Les artistes de rue peignent des fresques à son effigie. Les chanteurs intègrent ces mots dans leurs refrains. Le message dépasse les casernes, la dignité se défend, elle ne se demande pas. Cette génération, souvent décrite comme perdue, découvre qu'un avenir collectif est encore possible. Enfin, les diasporas, le lien réparé. Depuis Paris, Abidjan ou Dakar, les Burkinabés de l'étranger redécouvrent la fierté d'un passeport trop longtemps méprisé. Ils suivent les chiffres, les allocutions, les progrès du terrain. Beaucoup écrivent qu'ils veulent rentrer aider, non plus pour fuir le mal, mais pour servir le bien. Leur regard change et avec lui, l'image du pays. Ce changement psychologique, invisible mais fondamental, est peut-être le plus grand succès d'Ibrahim Traoré. Car la victoire qu'il cherche n'est pas militaire, mais morale, celle d'un peuple qui recommence à croire que sa propre dignité vaut un combat. Le succès du programme CPU ne peut durer que s'il devient une structure permanente. Ibrahim Traoré l'a compris et a ordonné la mise en place d'une feuille de route en 5 étapes, pensée non comme un plan militaire, mais comme un pacte national. Première étape, institutionnaliser la rédemption. Les unités CPU doivent être intégrées dans le cadre légal. Chaque soldat issu des prisons reçoit un statut clair, une charte morale et une supervision indépendante. Le pardon devient une fonction d'État, non un geste ponctuel. Deuxième étape, former la relève. Chaque unité CPU doit transmettre son savoir aux jeunes recrues civiles. Le but, transformer la réhabilitation en compétence nationale. Les écoles militaires adaptent déjà leur programme à cette logique. Troisième étape, consolider l'économie de défense. Le pays doit produire ses propres équipements, de la tenue aux véhicules. Des coopératives locales se créent pour rompre la dépendance logistique. Le fabriqué au Burkina devient une priorité stratégique. Quatrième étape, ouvrir le dialogue régional. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger coordonnent leurs efforts à travers l'Alliance du Sahel souverain. Objectif, mutualiser la formation et les ressources humaines pour créer un pôle de stabilité interne. Cinquième étape, mesurer et évaluer. Chaque trimestre, des indicateurs de sécurité, de réinsertion et de développement sont publiés. Une justice sans évaluation n'est qu'un discours, répète Ibrahim Traoré. Les chiffres deviennent le miroir de la promesse, rendre des comptes au peuple plutôt qu'aux bailleurs. Ainsi se dessine une méthode claire, chiffrée mais animée d'une foi tranquille, celle d'un État qui inscrit la dignité dans la durée. Le soir tombe sur Ouagadougou. Dans la cour d'un ancien centre de détention, les bottes résonnent sur la terre rouge. Les cellules sont vides, les murs repeints, et sur la façade brille une plaque neuve. Là où l'homme a chuté, la nation s'est relevée. Ibrahim Traoré traverse le lieu en silence, touche une vieille grille de fer et murmure « Ce n'est pas la prison qui change, c'est l'homme ». La scène, filmée par hasard, parcourt le pays. Elle résume l'esprit d'une époque. La douleur n'a pas disparu. Elle s'est transformée en fierté. Les anciens détenus, devenus soldats, forment une haie d'honneur. Ils ne saluent pas un chef, mais une idée, celle qu'un peuple peut se reconstruire sans s'excuser d'exister. Autour d'eux, les familles regardent en silence, certains pleurent, d'autres sourient. Ce moment suspendu scelle la réconciliation entre la justice et la foi. Dans cette lumière crépusculaire, le Burkina Faso comprend que sa plus grande victoire n'est pas d'avoir vaincu la peur, mais d'avoir appris à s'aimer de nouveau. Et le nom d'Ibrahim Traoré reste gravé dans la poussière, non comme celui d'un conquérant, mais comme celui d'un homme qui a su redonner sens au mot dignité. Dans la nuit du Sahel, les chants des unités CPU montent comme une prière. Pas de chaîne, pas de maître, seulement la terre à défendre. Ce refrain, repris de village en village, est devenu l'hymne discret d'un peuple debout. Le Burkina Faso n'est plus défini par ce qu'il subit, mais par ce qu'il construit.
Sous Ibrahim Traoré, la justice s'est muée en promesses tenues, la honte en courage, la peine en service. Ce modèle, né d'un pari insensé, inspire désormais un continent entier à reconsidérer la valeur d'un homme. Car ici, la rédemption n'est pas un pardon, c'est un engagement collectif. Le message, simple mais profond, résonne bien au-delà des frontières. Chaque Africain, chaque citoyen du Sud peut y voir un miroir. Comment transformer sa blessure en force, son passé en avenir. Les révolutions ne se décrètent pas, elles se bâtissent, geste après geste, comme ces hommes qui ont échangé leur chaîne contre l'uniforme. Et vous, spectateurs de cette histoire, croyez-vous encore qu'un pays peut se relever sans demander la permission ?